Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec toutes les personnes qui fabriquent cette émission, je vous souhaite la bienvenue. Comme chaque semaine, une personnalité régionale à découvrir dans La Voix est libre. Cette semaine, j'ai invité le président du CRCM, le Conseil régional du culte musulman, Abdelkader Laïd Bendidi. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes le quatrième président du CRCM depuis 2003. Vous êtes également le recteur de la mosquée Bilal à Saint-Fond, près de Lyon, et aumônier militaire régional. J'ai une question d'actualité pour commencer. Dimanche, le Front National est arrivé assez largement en tête, il faut le dire, des élections européennes. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Comment le représentant de l'islam en Rhône-Alpes a-t-il réagi à ce résultat? Oui, effectivement, c'était un séisme politique aujourd'hui que connaît notre pays. Mais j'étais doublement surpris par la participation de la jeunesse qui a fortement été mobilisée et votée au Front National. Je crois qu'aujourd'hui, notre jeunesse est laissée pour compte par les partis politiques de droite comme de gauche. Aujourd'hui, il y a le chômage qui est grandissant dans notre pays et aussi pas de formation. Ce qui fait ces jeunes, moi j'étais surpris par le vote des jeunes pour le Front National. Vous avez eu un sentiment de peur? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quoi avoir peur. Aujourd'hui, 25 députés à l'échelle européenne, qui représentent, je crois, 700, je crois qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais c'est l'avenir qui m'inquiète, au fait. Aujourd'hui, tous les gens reconnaissent ce parti comme l'alternative au parti existant. C'est un phénomène que le grand public, nous-mêmes, avons redécouvert à la faveur de la guerre en Syrie et même au Mali. Je veux parler de la radicalisation de certains musulmans français, souvent des jeunes du reste, qui ont décidé de quitter leur pays pour s'engager dans la guerre, et notamment contre le régime de Bachar el-Assad. Difficile, voire impossible, d'en avoir une estimation fiable. Les chiffres vont de 250 à 700 Français ou résidents en France, que l'on qualifie de djihadistes. Pour en parler, j'ai invité ce matin Awes Seniger, qui va donc nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po à Lyon. Vous êtes aussi chercheur au GREMO, qui est le groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous avez étudié ce phénomène. Qu'est-ce qui motive ces jeunes? Il est difficile de répondre de but en blanc à cette question. Je dirais qu'il est impératif de ne pas établir de continuum entre l'islamité ou l'appartenance à l'islam et le fait de franchir le Rubicon, c'est-à-dire d'aller en Syrie pour combattre les troupes de Assad. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en gros, c'est pas parce qu'on est très musulman, très pratiquant, qu'on va s'engager dans le djihad. Absolument, puisque certains musulmans, même très rigoristes, hyper conservateurs, n'iront jamais combattre, puisqu'ils condamnent le djihad sous cette forme. Il y a une pluralité de facteurs dont il faut tenir compte, et pour ce faire, il faut impérativement analyser le parcours de ces individus. Quel est leur milieu familial, quelles sont les fréquentations, quel type de site ils visitent. Et on serait étonné d'ailleurs de voir et de constater que ceux qui vont faire le djihad en Syrie, enfin ce qui prétend être le djihad, ne sont pas forcément des zélés en matière de pratiques religieuses. Peut-être n'ont-ils même pas de formation religieuse d'ailleurs. Mais vous insistez quand même sur une chose, c'est ce sentiment de désintégration, finalement, de non-appartenance à la communauté nationale. Oui, j'ai comparé ce phénomène, cette comparaison est peut-être nuancée, critiquée, mais ce phénomène au suicide, tel que le décrit le sociologue Durkheim. Il utilise beaucoup le terme d'intégration. Moi, j'utilise personnellement ce terme, et plutôt celui de désintégration. Le sentiment d'inappartenance, le fait de ne plus se sentir solidaire, non pas seulement du pays, mais aussi de sa famille, de sa propre famille, puisque souvenons-nous que ces personnes mettent aussi en état de déréliction, de solitude morale, y compris leur propre famille. Et ce sentiment de désintégration, qui sans doute un facteur parmi d'autres, qui pousse ces jeunes à aller en Syrie. Abdelkader Bendidi. Ces jeunes-là, d'ailleurs, ne fréquentent pas les mosquées. Et je me réjouis d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans nos mosquées, nous avons nos imams font des prêches du juste milieu et justement font tout pour prévenir cette montée de djihadisme en France. Et aujourd'hui, à qui se réfèrent ces jeunes? Ces jeunes se réfèrent au cheikh Google, à l'imam Google. Voilà aujourd'hui. À l'imam Google. Voilà, qui aujourd'hui donne des réponses adéquates à leur questionnement. Encore une fois, toutes nos mosquées, et je dis bien, et je défie quiconque aujourd'hui démontre que ces jeunes-là ont eu école dans nos mosquées où nos imams enseignent ce type d'enseignement
Un mot sur ce qu'on appelle le djihad 2.0, justement. Oui. C'est véritablement, vous les appelez vous, les médias activistes notamment, ces prêches, c'est en fait ces espèces de réseaux qui alimentent finalement la radicalisation. Moi, j'observe le discours ambigu, ambivalent de certains sites communautaires musulmans. Ces sites ne déclament pas expressis verbis ou explicitement l'appel au djihad, mais le fait de relayer à haute échelle des images horrifiques de charniers, d'enfants qui ont été tués peut-être, sans doute, par le régime répressif de Assad, entretient chez certains cet imaginaire qu'il faut aller sur place pour venger les musulmans tués par Assad. Et de plus en plus assiste-t-on à une hyper-confessionnalisation du conflit, alors que c'est un conflit prioritairement politique, une hyper-confessionnalisation qui se traduit par un conflit entre sunnites et chiites, alors que le conflit syrien ne peut se réduire à cette équation, ou en tout cas ce face-à-face. Moi, je suis scandalisé par le nombre de sites aujourd'hui qui parlent justement de cette mouvance-là et aussi qui donnent des informations concernant le djihad. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette victimisation qui prend pour dire nos frères sont opprimés, nos frères et nos sœurs sont opprimés en Syrie, et aussi quelle propagande on donne. On dit aux jeunes aujourd'hui, vous qui êtes laissés pour compte, vous devez, par votre comportement au djihad, prendre avec vous 70 personnes de votre famille. Ce qui fait que vous allez sauver 70 personnes de votre famille qui vont rentrer au paradis. Alors peut-être une idée aussi un peu à casser, c'est l'idée qu'ils voulaient, en fait, on l'a peut-être constaté à un certain moment, quand on parlait, souvenez-vous, des Afghans, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, même la figure de Khaled Kelkal. Aujourd'hui, on constate finalement que sur ces jeunes, il n'y a pas que des jeunes qui sont issus de milieux sociaux défavorisés. Oui, c'est vrai, et ça participe du phénomène de mondialisation. Ce que j'appelle, moi, la viralité du net. Ces images circulent. On a des jeunes qui ont une formation universitaire, parfois, c'est vrai. Mais je remarque quand même la prédominance, mais ça demanderait des enquêtes plus longues, plus approfondies, la prédominance de profils plutôt scientifiques. Et c'est une hypothèse que je formule, plus les jeunes musulmans seront familiarisés avec les sciences sociales, la philosophie, plus ils auront tendance à déconstruire le rapport fantasmé ou fantasmatique vis-à-vis de la religion. Et récemment, il était fait état d'un jeune qui était qu'on appelle sergent recruteur sur le net, qui avait lui une formation plutôt scientifique. Alors, ça demande là aussi un débat plus long, mais il y a aussi un autre facteur qu'on omet de rappeler, y compris les autorités françaises ont tenu à un moment donné des discours qui certainement ambivalent vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie. Je me souviens d'une déclaration de Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française en 2012, qui déclarait, je cite, « Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur cette terre ». Et cela aussi, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mettre la focale sur les responsables musulmans qui n'ont pas un discours suffisamment fort sur l'appel à ces jeunes pour ne pas qu'ils partent en Syrie, mais encore faut-il mettre en exergue la responsabilité de nos élites politiques. Moi, je constate aussi l'inexpérience de ces jeunes-là qui vont au djihad. Il y a des jeunes qui sont convertis depuis 3 mois à l'islam et qui montent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là embrassent une cause et non pas une religion. Alors, la semaine dernière, c'était même le week-end dernier, la mosquée de Lyon organisait pendant 2 jours un séminaire justement sur la radicalisation de l'islam. Quel rôle devrait jouer, quel rôle peut jouer le CRCM, le CFCM dans ce phénomène? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable parole forte qui permet, je dirais, de guider, de donner un horizon aux musulmans de France? Alors c'est une question normative. En tant qu'observateur, je ne saurais répondre à cette question. Monsieur Bendidi est la personne je vais lui poser après, rassurez-vous. Pour répondre à cette question. Ce que je peux dire de là où je parle, c'est effectivement le constat qu'un certain nombre de prêcheurs internationaux ou internationalistes, je pense notamment à Youssef al-Qaradawi, qui a une influence certaine sur un certain nombre de musulmans de ce pays, ait pu dire à un moment donné, en juillet 2013, édicter une fatwa appelant les personnes à se rendre en Syrie pour combattre Assad, et ils n'avaient pas besoin, ces personnes-là n'avaient même pas besoin de l'autorité parentale. Donc vous voyez que c'est une ambivalence qui n'a pas suffisamment, c'est ce que j'ai constaté en tout cas, suffisamment été mise en exergue par les responsables musulmans. Parole forte. Est-ce que s'il n'est pas temps aujourd'hui que le CFCM, le CRCM ait une parole forte sur ces questions? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le CFCM vient d'éditer une charte aujourd'hui qui est destinée aux mosquées pour justement faire la promotion de cet état d'esprit. Aujourd'hui, le CFCM et le CRCM, bien sûr, ont un rôle à jouer pour prévenir
ce djihad et aussi donner les outils aux imams pour pouvoir faire des prêches adéquates, pour aussi faire un enseignement qui sera utile. Il y a aussi... Monsieur Bendidi, je n'ai pas le souvenir d'une grande conférence de presse, par exemple, de M. Dalil Boubaker, donc le président du CFCM, sur cette question-là, en prenant une position très très claire et en disant, en fait, voilà, c'est une erreur, c'est un péché d'aller mener aujourd'hui le djihad en Syrie. Non, Dalil Boubaker a été clair sur ça. D'ailleurs, il a dénoncé le djihad. D'ailleurs, on était les premiers, nous, instance représentative, de tirer la sonnette d'alarme. Moi-même, en personne, j'ai été rencontrer le préfet pour lui dire, voilà, je suis inquiet aujourd'hui par le nombre de djihadistes qui montent au front. Et le préfet nous a écoutés et nous avons donné des solutions. Aujourd'hui, je préconise aujourd'hui de créer un très grand site Internet où tous les imams de toutes les régions sont répertoriés avec leur numéro de téléphone, aussi avec des permanences pour pouvoir recevoir les familles et aussi discuter avec les jeunes s'ils ont besoin des éclaircissements. Le rôle central des imams dans cette prévention, dans ce travail de prévention? Oui, là aussi, c'est une interrogation légitime qui peut être posée au premier chef par les responsables musulmans. Mais il y a une tendance, à mon sens, et c'est une erreur à la fois sociologique et politique, de voir le champ islamique comme un champ homogène. Il y a des courants, et peut-être, c'est une hypothèse que je formule là aussi, que certains responsables musulmans ne veulent pas forcément se prononcer parce que ça créerait dans l'inconscient collectif le lien entre l'islamité de France et le djihad. Donc je comprends... Et s'ils se taisent, et s'ils ne parlent pas d'une voix forte, ça peut accréditer finalement le silence complice. C'est un véritable casus belli. Se prononcer, c'est créer un amalgame. Se taire, c'est peut-être donner le sentiment, à tort ou à raison, qu'on entretient cette ambiguïté sur la question du djihad. Merci beaucoup, Nawais Senneguer. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 3. Je pense qu'on sera amené sans doute à se retrouver. Alors j'ai oublié de vous dire, et j'ai fait une erreur dans cette émission, c'est de vous dire qu'en deuxième partie, eh bien, on retrouvera bien sûr, après le journal de midi, Paul Satis, qui viendra vous titiller, Monsieur Bendidi. Ça, c'est ce qu'on appelle le face-à-face. Il y a 10 ans, le 15 mars 2004, après bien des débats, des polémiques, une loi interdisant le port par des élèves au sein de l'école publique, je cite, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, eh bien cette loi a été votée, ce que l'on a appelé la loi anti-voile. C'est le point de départ de la question posée, qui vous est posée par Abdelaziz Chambi. Il est président fondateur du CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Elle est basée à Sainte-Foy-les-Lyons, on l'écoute. Bonjour Monsieur Bendidi. Alors il y a quelques semaines, nous avons manifesté à Lyon, nous étions un million de personnes pour dénoncer les 10 ans de la loi du 15 mars 2004, qui est une loi d'ailleurs qui est un véritable tsunami islamophobe, qui a créé du séparatisme culturel d'une manière, qui a renforcé une forme de communautarisme et qui a contaminé, j'allais dire, la vie sociale en excluant des milliers de femmes de la formation, du travail, des loisirs, etc. etc. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, il est temps que des instances comme la vôtre rompent le dialogue avec les pouvoirs publics pour dire nous exigeons un certain nombre de choses pour mettre fin à ce tsunami qui empêche le vivre ensemble, qui est en train de, j'allais dire, d'empoisonner la vie sociale. On pense qu'il est urgent de demander une commission d'enquête parlementaire sur ces questions d'islamophobie et enfin d'exiger l'abrogation de cette loi qui est dangereuse pour le vivre ensemble et dont les enseignants et un certain nombre de chefs d'établissement dénoncent l'inefficacité aujourd'hui. Donc moi je préfère que nos enfants aillent dans l'école publique qui est de l'interculturel, qui est du mélange, qui est du vivre ensemble, à la place de renforcer ces cloisonnements qu'on est en train de créer qui vont nous exploser à la figure demain. Merci. Aujourd'hui, je crois que c'est une erreur aujourd'hui de rompre le dialogue avec les pouvoirs publics. Justement, c'est le seul interlocuteur qu'on puisse aujourd'hui faire avancer beaucoup de choses et ne pas couper le pont justement avec les pouvoirs publics. Il est vrai que cette loi du 4 mars 2004 était mal venue et aussi le moment était mal choisi parce qu'elle est venue 10 mois après la création du Conseil français du culte musulman, elle est venue fragiliser justement le CFCM. À l'époque, si vous vous souvenez de la promulgation de cette loi, le président de la République avait parlé de la Tunisie, de la promulgation de la loi, et aussi le ministre de l'Intérieur était chercher la fatwa en Égypte, à l'université Al-Azhar, justement pour dire l'interdiction du voile. Aujourd'hui, cette loi, elle est là et les musulmans se doivent de la respecter. Et tous les musulmans de France se doivent respecter les lois de la République. Donc le CFCM ne demandera pas l'abrogation de cette loi? Juste pour répondre à la question. Hein. Non, aujourd'hui, vous pensez que ce n'est pas une bonne chose? Aujourd'hui, il y a d'autres priorités.
que ceci. On ne peut pas demander aujourd'hui l'abrogation de cette loi, mais par contre, aujourd'hui, cette loi est le résultat de quoi? On a vu la prolifération de beaucoup d'écoles dites confessionnelles de côte musulmane dans toute la France. Ça, c'est les conséquences de cette loi. Ça, c'est les conséquences de cette loi. Et l'autre conséquence soulevée par M. Chamby, c'est de dire finalement, ça a libéré une forme d'islamophobie. Ça a libéré beaucoup une forme d'islamophobie. Aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Chamby qui dit que ça a libéré l'islamophobie. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a 480 actes islamophobes en France et dont 70% sont contre les femmes dans notre pays. Aujourd'hui, les femmes qui portent le voile sont insultées, sont aussi agressées. Et je crois, et c'est ça le résultat de cette loi. Abdelkader Laïd Benidi, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le 4e président du CRCM. Le conseil donc, a été créé en 2003. Et j'ai invité ce matin son tout premier président, Ronald, qui est lui aussi une personnalité régionale, Kamel Kaptan, qui donc nous rejoint sur ce plateau. Kamel Kaptan, prenez place, je vous en prie. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le recteur de la mosquée de Lyon. Vous dirigez également l'IFCM, l'Institut français de civilisation musulmane de Lyon. Qu'est-ce qui a changé depuis votre époque au CRCM? Est-ce qu'il a acquis en maturité, en indépendance, selon vous? Il a effectivement, le CRCM aujourd'hui a 10 ans, même 11 ans aujourd'hui. En 11 ans, l'évolution telle que l'attendaient les musulmans n'a pas été celle qui était souhaitée. Le CRCM n'a pas joué le rôle qu'on attendait de lui. Notamment, il n'a pas été capable de rassembler l'ensemble de l'élection qui s'est faite l'année passée. 20%. Je rappelle que vous n'avez pas pu, en tout cas, y participer parce que votre mosquée n'est pas accolée à une fédération, que même l'UOIF a décidé de boycotter le scrutin. Nous n'avons pas participé parce que nous avons effectivement, nous aussi, boycotté le scrutin, parce que nous estimons qu'il n'était pas démocratique et de la façon dont avaient été réformés les statuts qui excluaient les grandes mosquées comme la mosquée de Lyon. Nous nous sommes retrouvés effectivement en dehors et nous n'avons pas voulu continuer à participer. Mais ce que je veux dire, c'est que en 10 ans, si on fait le bilan, qu'est-ce que nous pouvons voir, qu'est-ce que nous pouvons trouver aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut constater? On constate simplement qu'en 10 ans, il n'y a pas eu d'évolution. M. Benidi parlait effectivement de la loi de 2004 où le CFCM était présent et la loi a été adoptée, mise en place, et le CFCM, outre simplement quelques prises de position, n'a jamais été à même d'être une force de proposition, je dirais, pour faire en sorte que les pouvoirs publics ne prennent pas cette disposition. Ce que vous dites, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, vous pointez du doigt le manque de programme, le manque d'objectifs. Aujourd'hui, vous avez parlé de la déradicalisation tout à l'heure. C'était au CFCM de prendre ses responsabilités. Il y a effectivement plus de 700 jeunes qui sont, d'après le ministère de l'Intérieur, 700 jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie. Et on n'a pas entendu une seule fois le CFCM s'exprimer sur cette question-là et dire, comme vous l'avez dit, une fois forte, pour dire que les musulmans sont inquiets par ce qui se passe. Et ça, c'est la réalité. Lorsque l'on voit aujourd'hui au niveau simplement du nombre de personnes ou de jeunes qui sont partis pour faire le djihad, on s'aperçoit que ce sont des gens de 15 à 16 ans, des jeunes de 15, des mineurs qui sont allés. Et donc, c'est inquiétant et ça nous permet. Alors, je vais vous faire réagir, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le CFCM, peut-être qu'il n'a pas réagi, mais le CRCM Rhône-Alpes a réagi en personne. Et moi-même, j'ai réagi par des communiqués et aussi j'ai rencontré le préfet pour attirer son attention sur ce phénomène-là qui nous préoccupe et qui préoccupe toute la communauté musulmane. Vous avez eu des mots assez durs, Kamel Kaptan, au moment de l'élection. Vous avez dénoncé une république bananière, coupée des réalités. Vous avez parlé de simulacre d'élection. Et vous avez repris un argument qu'on entend depuis le début, depuis la création du CFCM, c'est qu'il serait sous tutelle des pays étrangers. Et, alors ça par contre c'était nouveau, de l'international fondamentaliste. Vous assumez encore ces propos-là? Je crois qu'ils ont de plus en plus d'actualité. Aujourd'hui, il n'y a pas une communauté. Le CFCM est composé de quoi? Il est composé de fédérations qui, elles, répondent à leur pays d'origine. Le RMF est marocain, la mosquée de Paris est algérienne, les Turcs sont les Turcs, et l'UOIF qui répond, comme je vous disais, à l'international fondamentaliste. Aujourd'hui,
la réalité, elle continue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une communauté ou des communautés musulmanes qui se trouvent ici en France? Et ça, on n'est pas arrivé, et ça n'a pas été le cas. Non, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le CRCM, le CFCM est sous la coupe de politique étrangère. Et je déplore qu'on dise ceci. Aujourd'hui, le CRCM est indépendant des États. Il est vrai que l'État français, pour la création du CFCM, a demandé de l'aide et de l'organisation aux pays, l'Algérie, le Maroc, aux Turcs, d'organiser les musulmans vivant en France. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une organisation adéquate pour permettre aux musulmans de s'organiser et aussi de fédérer. Aujourd'hui, les musulmans ont acquis une maturité. Ils se sont fédérés en fédération, l'OIF, l'RMF et la mosquée de Paris. Mais aujourd'hui, les États n'ont pas de regard. Moi, personnellement, je ne tiens pas d'ordre des consuls. C'est plus subtil, M. Bendidi, peut-être. On présente toujours, en tout cas, les fédérations comme étant liées au Maroc, à la Turquie, à l'Algérie. C'est quand même toujours par ce prisme-là qu'on y rentre. Mais non, je crois que c'était au début. Je vous ai dit, j'expliquais pourquoi les États ont voulu... En tout cas, visiblement, vous n'êtes pas d'accord sur cette question-là. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que... je comprends qu'on ne soit pas d'accord parce que aujourd'hui, le seul programme qu'on a développé lors des élections précédentes, c'est voter pour moi parce que je suis algérien, voter pour moi parce que je suis marocain, voter pour moi parce que je suis turc. Alors, au niveau de la réalité, au niveau du programme sur lequel on voulait être élu, sur quoi aujourd'hui, quel est le programme du CFCM, quel est le programme du CRCM, si ce n'est celui-là. Moi, je dis aujourd'hui, on fait du coup par coup, mais il n'y a pas une politique d'envergure qui permette de rassembler les musulmans. Moi, je me réjouis aujourd'hui du Conseil régional du culte musulman de la région Rhône-Alpes. Puis aujourd'hui, on a fait un travail consensuel avec toutes les fédérations. Aujourd'hui, nous sommes unis, l'RMF, l'OIF qui est parti au dernier moment, mais on était aujourd'hui sur une liste unique, sur un programme commun. Et M. Captain était avec moi. D'ailleurs, on était sur le premier mandat en 2003. Et d'ailleurs, à l'époque, ce n'est pas les États qui nous ont mis, ce n'est pas l'État qui a mis M. Captain au président du CRCM. Non, c'est la communauté musulmane qui a voté pour M. Captain et qui a voté pour moi aujourd'hui. M. Bendidi, l'affaire de la mosquée de Saint-Étienne, la mosquée Mohamed VI, oui. L'affaire de son financement, de son budget de fonctionnement, 600 000 euros par an donnés par le Royaume du Maroc, elle accrédite malgré tout la thèse que, encore une fois, une partie de la communauté est sous tutelle des pays dits d'origine. Alors, il faut faire la différence, bien sûr. Aujourd'hui, pour la mosquée Mohamed VI est un concept marocain qui est financé à 100% par le roi. Et d'ailleurs, c'est une propriété du roi. Et c'est ça. Les propriétés du roi à Saint-Étienne, voilà. Malgré tout, investie par la communauté qui est membre de l'Islam de France. Non, qui est membre de l'Islam de France. Non, elle n'est pas adhérente au CRCM, malheureusement. La mosquée de Saint-Étienne, elle n'a pas participé aux élections. Mais en termes d'affichage, très franchement, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup l'islam, c'est finalement la même chose, vous voyez? Non, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, la mosquée de Saint-Étienne est une réalisation marocaine financée par le roi à 100%. D'ailleurs, contrairement à la mosquée de Lyon ou la mosquée de Saint-Fond ou d'autres mosquées qui sont l'émanation des musulmans de France, qui est leur denier personnel. Messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une question qui vous est posée, à vous, sur le renouvellement des cadres aujourd'hui? Renouvellement des cadres au CRCM, au CFCM. Qui vient? Où sont les trentenaires? Où sont les quarantenaires, hein? J'ai beaucoup de respect pour votre âge, bien sûr, mais la question, elle se pose aussi en ces termes-là. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en droit de vous poser cette question, et moi aussi, je me la pose, parce que j'estime aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a été capable de faire pour ramener ces jeunes à participer aux activités, notamment au niveau de la communauté, au niveau de l'organisation de la communauté. Alors, je prends par exemple le ramadan de l'année passée. L'annonce du ramadan, dans les conditions dans lesquelles elle s'est faite et la cacophonie dans lesquelles elle s'est faite. Comment voulez-vous que des jeunes
qui voient le spectacle qui est donné puissent s'engager et puissent venir se présenter. On rappelle que 2 dates avaient été données, hein, très brièvement. Oui, mais ce que je veux le mardi ou le mercredi. C'est que tout cela fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas enclins à vouloir s'engager pour... Et moi, je le regrette profondément. Et nous sommes demandeurs, justement, pour que les jeunes viennent prendre leurs responsabilités pour l'avenir. Comment attirer les jeunes, M. Bendidi? Alors, moi, je vois la chose autrement, en fait. Aujourd'hui, la responsabilité demande de la disponibilité. Ça demande des sacrifices au détriment de sa famille. Et M. Kaptan, il est là encore. Et moi-même, je peux témoigner que le travail qu'on a effectué dans nos mosquées respectives a demandé des heures d'absence au détriment de nos familles. Aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de volontaires sur les trentenaires pour venir assurer ce rôle-là, malheureusement. Il y a cette crainte aujourd'hui de ne pas assumer cette responsabilité. Nous sommes demandeurs et aujourd'hui on lance un appel pour les jeunes de venir justement dans toutes les mosquées pour activer, pour travailler, pour aider et trouver la place qu'ils méritent dans la société, notre société. Kamel Kaptan, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour, allez, on va dire... promouvoir véritablement un islam qui ne soit pas en France, mais qui soit véritablement de France? Et je vous rappelle, ça fait quasiment 11 ans que la question est posée. Quel serait un des gestes forts à faire pour le CFCM? Je pense que lorsque les musulmans comprendront qu'il faut qu'ils posent leurs valises et que leur pays, c'est ici et nulle part ailleurs, on arrivera peut-être à constituer une communauté qui soit capable de prendre ses responsabilités. Or, aujourd'hui, la majeure partie de la communauté musulmane, je le dis, n'a pas encore posé ses valises. Elle continue toujours à avoir sa vision du pays mythique des parents. On continue, et on délaisse le pays dans lequel on vit. Cependant, il faudrait peut-être aussi que la société d'accueil ne continue pas à continuer à considérer ces musulmans, cette communauté, comme des étrangers, mais bien au contraire, les aider à assumer pleinement leur citoyenneté. Effectivement, il y a une marginalisation aujourd'hui de cette jeunesse-là qui laisse à penser de dire vous appartenez pas à ce pays. Or, aujourd'hui, cette jeunesse-là, qui est de la 4e génération, est une Française à part entière. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner une chance à ces jeunes-là et qu'il ne faut pas qu'ils soient des laissés pour compte. Il ne faut pas aussi qu'aujourd'hui, il y aura des délits de faciès, des délits de recrutement au détriment de cette jeunesse-là. Merci beaucoup, Kamel Kaptan, d'être venu sur le plateau de La Voix est libre. C'est l'heure c'est l'heure du journal. Dans quelques secondes, je vais respecter l'horaire, ça c'est chouette. Je ne vais pas manquer de vous dire que Paul Satis va nous rejoindre juste après le journal. Il n'a pas eu l'occasion d'intervenir tout à l'heure, mais il est bien là. Pour la deuxième partie, on en parlera notamment d'islamophobie. Tout de suite, le journal présenté par Frédéric Yop. Merci Frédéric. La Voix est libre continue. Invité depuis 11h30 ce matin, Abdelkader Laïd Bendidi, le président du Conseil régional du culte musulman. Je vais tout de suite inviter Paul Satis à venir nous rejoindre sur ce plateau pour le traditionnel face-à-face. Bonjour Paul. Bonjour M. Bendidi. Bonjour Paul. Allez, on va attaquer non pas comme on le fait d'habitude avec une phrase, mais avec un extrait d'une interview diffusée la semaine dernière dans le 19 en Rhône-Alpes. Je vous rappelle les faits, une 30aine de personnes de Sainte-Foy-les-Lyons ayant toutes des noms à consonance maghrébine ont reçu des courriers ouvertement islamophobes. Parmi elles, Samia, interviewée par Farid Haroud et Pierre Lachaud. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quoi être français? Je n'ai pas la réponse, moi. J'ai pas la réponse. Je paye mes impôts, je travaille, on travaille, mes enfants sont à l'école, on essaye de bien les éduquer comme tout le monde. Donc être français, j'aimerais bien avoir la réponse. Sur là, qu'on me la donne. Moi, je suis maghrébine, apparemment. Monsieur Bendidi, il y a une statistique intéressante de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui dit que les actes racistes en France, on peut s'en réjouir, sont en baisse de 20%. En revanche, que les actes anti-musulmans, eux, sont en hausse de 10%. Et encore, ne s'agit-il là que des actes qui ont donné lieu à une plainte? Oui, malheureusement, aujourd'hui, les actes islamophobes sont en augmentation et en nette augmentation dans notre pays, et en l'occurrence dans la région Rhône-Alpes. Vous vous souvenez du militaire qui a voulu faire un attentat l'année passée pendant le mois de Ramadan sur la mosquée de Vénissieux.
Malheureusement, la personne-là a été acquittée il y a 4 mois. Aujourd'hui, vous voulez dire que la justice ne fait pas suffisamment bien son travail pour ces actes-là? Aujourd'hui, ces actes-là ne sont pas punis sévèrement. Et je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président de la République, toucher à un musulman, c'est toucher à la France. Pourquoi cette montée de l'islamophobie, selon vous? Je ne sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que les musulmans reçoivent des courriers islamophobes, que des mosquées sont taguées, que des femmes voilées sont insultées. Aujourd'hui, cette problématique, on dirait que le musulman, c'est lui qui est en train de prendre la place du français. Or, nous sommes des citoyens français à part entière. Et on le revendique haut et fort avec notre spécificité qui est l'islam. Pourquoi, à votre avis, il y a un raccourci entre l'islam radical et les musulmans tout court? Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas de raccourci entre l'islam radical et l'islam tout court. Aujourd'hui, on est musulmans. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas... on ne peut pas déceler un radical d'un musulman simple. Les 35 familles qui ont reçu le courrier, ce n'est pas des familles... Non, mais je veux dire, pour expliquer le rejet, donc la montée de l'islamophobie. Non, aujourd'hui, je crois que des auteurs... Enfin, les partis politiques aujourd'hui ne jouent pas le jeu. Quand on entend... le président de l'UMP, François Copé, parler des petits pains au chocolat. Des petits pains au chocolat. Quand on voit aussi Claude Kouasken, aussi, d'ailleurs, qui a été traduit en justice. Et si je peux me permettre, je vais vous montrer, je vous interromps 2 secondes, je vais vous montrer la une de Valeurs Actuelles, c'était mois de mai. Vous vous rappelez peut-être de cette une de Valeurs Actuelles qui donc parlait de l'invasion des mosquées, notre identité, sous-entendu l'identité franco-française en danger. Donc on est aussi dans ce climat-là. À votre avis, c'est contre les musulmans ou contre les maghrébins? Non, c'est contre les musulmans. Les maghrébins, aujourd'hui, les maghrébins sont depuis très très longtemps. C'est aujourd'hui, c'est cette... non, le nouveau visage du racisme, c'est-à-dire on affirme la laïcité parce que derrière, on ne veut plus parler de racisme, enfin en tout cas, ouvertement l'affirmer, anti-maghrébin, donc on a trouvé un autre biais. Voilà, on a trouvé un autre problématique, enfin, une autre formulation qui est contre les musulmans. Or, pour poser la question clairement, est-ce que l'islamophobie est générée justement par un discours politique qui s'est radicalisé, un discours à droite notamment, oui, qui se cache moins? Tout à fait. Aujourd'hui, il est d'ailleurs le résultat de ces discours politiques qui est tenu à droite et aussi notamment par le Front National. Eh bien, puisqu'on parle du Front National, si je peux me permettre, oui. Je voudrais juste vous citer cette phrase qu'on avait donc sélectionnée pour vous la soumettre, prononcée par Jean-Marie Le Pen lors de la campagne des Européennes, c'était à Marseille. Une grande partie de ces immigrés sont des musulmans. Ils appartiennent à une religion, l'islam, qui a une vocation conquérante, d'autant plus conquérante qu'elle se sent forte. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire à M. Le Pen qu'il y a des milliers de musulmans qui sont morts pour la France pour donner un sens à cette liberté, égalité, fraternité. Je crois que M. Le Pen l'a oublié. Et aujourd'hui, il faut lui rafraîchir la mémoire que les musulmans sont des Français et des Français à part entière qui payent leurs impôts, qui aussi, le mythe de retour n'existe pas. Aujourd'hui, on est des Français et on ne va pas revenir dans notre pays. Monsieur Benidi, est-ce qu'il n'est pas exact cependant que le nombre de mosquées a fortement augmenté ces dernières années en France? On parle aujourd'hui de 3000 mosquées, quasiment 30 fois plus qu'il y a 40 ans. C'est un chiffre qui vous semble réaliste? Vous oubliez aujourd'hui qu'il y a 7 millions de musulmans en France. Alors, si aujourd'hui on fait un calcul savant, je crois qu'il y a un manque de mosquées en France. Aujourd'hui, à Saint-Fond, la mosquée est pleine. Il y a aujourd'hui un retour à la foi et je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de mosquées malheureusement. Est-ce que vous la comprenez malgré tout un peu cette peur? Je disais qu'il y avait une réislamisation par exemple de la jeunesse, beaucoup plus de jeunes musulmans, même si on le disait tout à l'heure, ils ne prennent pas encore forcément énormément de responsabilités dans les instances, mais qu'il y a en tout cas beaucoup de jeunes qui se réclament de l'islam alors que à l'inverse, il y a une décatholicisation, si on peut dire, beaucoup moins de jeunes catholiques. Les catholiques sont plutôt plus âgés, les musulmans sont plutôt jeunes. Est-ce que cette crainte, du coup, peut s'expliquer comme ça? Cette crainte est injustifiée dans notre pays. Aujourd'hui, le musulman d'hier, c'est le musulman d'aujourd'hui. Il ne faut pas avoir une peur
de l'islam et du musulman. Aujourd'hui, cette paire, elle est à la tête. Nous, le jour, quand on a fait une journée porte ouverte à la mosquée de Saint-Fan, une femme qui est venue me dit « Est-ce que je peux rentrer ?» Et il est vrai qu'il n'y a personne derrière qui peut me poignarder. C'est des idées reçues qui sont là. Et notre devoir aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos mosquées justement pour faire tomber les a priori, pour faire tomber les préjugés qui ne sont infondés. Monsieur Bendidier, est-ce que vous-même, il vous arrive d'être victime d'islamophobie, d'agression verbale? Comment ça se manifeste? Oui, j'ai reçu des lettres de menaces, comme M. Kaptan et M. Gassi, plusieurs fois à la mosquée de Saint-Fan, pour dire qu'on était des envahisseurs, que vous êtes des musulmans à la cravate, des imams en cravate qui prêchaient pour que la France devienne musulmane. Aujourd'hui, nous sommes des musulmans, certes, mais nous sommes aussi français. Monsieur Bendidier, est-ce que vous n'êtes pas aussi parfois victime d'une affirmation, on va dire, qu'on a qualifiée de communautariste? Je pense par exemple à certains faits, je pense à la mosquée notamment de Saint-Denis, à l'université de Saint-Denis, où le président de l'université avait été agressé suite à un refus notamment de transformer un local étudiant en salle de prière. Je pense aussi à parfois un constat qui est fait dans un certain nombre d'instances dans les entreprises, où on sent des demandes qui sont des demandes purement religieuses et pas des demandes, je dirais, de salariés. Oui, aujourd'hui, peut-être, mais ce n'est pas généralisé. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui revendiquent le droit à une salle de prière dans une entreprise ou le droit à avoir un jour de fête. Ce n'est pas pour autant aujourd'hui de dire que nous sommes... D'ailleurs, on était les premiers à dire on est contre aujourd'hui d'avoir des jours de fête pour les musulmans. Nous sommes une communauté française et les jours de fête sont... pour tout le monde, pareil. Par exemple, dans les cantines de l'école publique, est-ce qu'il faut des menus halal? Bon, s'il n'y a pas de menus halal, au moins des menus sans porc. Au moins, il faut le respect aussi de l'autre. Aujourd'hui, notre jeunesse aussi, il faut que cette jeunesse qui n'ont pas les moyens, qui fréquentent l'école publique, qui peuvent manger à leur guise. Bien sûr, s'ils ne mangent pas de porc, il faut leur donner un repas de substitution. Et aujourd'hui, nous, on ne revendique pas le repas halal, mais on revendique un repas sans porc. Mais on en revient quand même au débat que vous aviez tout à l'heure sur le voile. Est-ce que la laïcité est respectée si on permet des signes religieux à l'école? Est-ce qu'on ouvre le conflit israélo-palestinien à l'école si tout le monde vient avec ses signes religieux? Ou est-ce que ça doit rester, malgré tout, la laïcité, un espèce de sanctuaire où les signes religieux n'entrent pas? Moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, que tous les musulmans et tous les responsables de mosquées respectent la laïcité et la revendiquent haut et fort. Cette loi de signes ostentatoires aux écoles, elle est injustifiée. Malheureusement, ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, on ne respecte pas la République, on respecte les lois de la République, on ne respecte pas la laïcité. Nous sommes demandeurs de cette laïcité, nous sommes respectueux des lois, nous sommes respectueux du vivre ensemble. Vous avez appelé au vote lors des dernières élections européennes et lors des élections municipales aussi à ne pas s'abstenir. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été écouté? Par exemple, une ville comme Vaux-en-Velin bat à chaque élection le record de France de l'abstention. Effectivement, nous avons un certain nombre de musulmans à envoyer faire un appel pour que les musulmans appliquent leur droit de vote. Aujourd'hui, c'est cette abstention qui fait monter Vous voulez dire qu'il y a une responsabilité des musulmans de France parce qu'ils ne vont pas voter? Elle est de la responsabilité. Aujourd'hui, une musulman qui ne va pas voter, c'est une voix pour le Front National. Pourquoi? Parce que est-ce que vous vous sentez déconnecté du politique? Alors, c'est des jeunes aujourd'hui qui sont au chômage, qui se croient un petit peu les laissés pour compte et se disent de toute façon, aujourd'hui, je ne suis pas respecté. Et qui trouvent refuge plutôt dans la religion que, évidemment, dans l'action politique. Non, qui ne trouvent pas systématiquement refuge à la religion. Il y en a beaucoup d'aujourd'hui. Vous remarquerez, aujourd'hui, les partis politiques, nos jeunes investissent beaucoup, nos partis politiques, à Lyon, à Vénissieux et à Vaux-en-Velin. Beaucoup de jeunes musulmans sont des adjoints au maire et je me réjouis. Monsieur Bendidier, est-ce qu'on est venu vous draguer avant les élections? Je pense aux élections municipales. Est-ce qu'on est venu finalement flatter un peu les pratiquants réguliers des mosquées, voire même le CRCM, afin d'essayer de capter vos suffrages? C'est-à-dire, je peux dire, et je veux être franc,
Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes politiques qui sont venus faire un petit peu, faire appel pour demander que les musulmans doivent voter. On se souvient de la mosquée de Saint-Chamond, première pierre posée, quasiment dans la semaine qui précède le scrutin, et tout le monde était là. Oui, tout le monde. Je me réjouis d'ailleurs que tout le monde et tous les politiques étaient là. D'ailleurs, ils ont pris conscience aujourd'hui qu'il y a une communauté musulmane et aujourd'hui qu'elle a le droit d'avoir une mosquée décente, visible. Et mais aussi... il y avait quand même des visées électoralistes, on est bien d'accord. Hein. Bien sûr, mais on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, je me réjouis qu'il y ait une prise de conscience du politique, de la communauté musulmane et aussi d'une revendication des musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans l'existence même du CFCM ou du CRCM qui se veut le représentant des musulmans, mais on a vu que c'est pas le cas avec les abstentions finalement de la moitié des électeurs et qui a été créé finalement pour établir un dialogue avec le politique. C'est presque votre raison d'être, qui a été créée par Nicolas Sarkozy, on peut le rappeler, en 2003, parce qu'il avait besoin d'interlocuteurs dans le monde musulman. Mais pas que pour ça. C'est-à-dire, il n'a pas créé le CRCM pour venir répondre à ses besoins personnels. Non, parce qu'il a besoin d'un dialogue avec les musulmans. Aujourd'hui, parce que la communauté musulmane en France, elle était désorganisée. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est venu justement donner un atout aux musulmans pour l'organisation du culte. Du coup, vous êtes une voix politique en quelque sorte. Non, pas loin. On ne se revendique pas du politique. Mais vous êtes le lien entre le politique et le religieux ? Oui, on est le lien entre le politique et le religieux, bien sûr. On est le porte-parole du culte musulman. Est-ce qu'il fonctionne, ce lien, justement, déjà du fait de vos divisions internes ? Bien sûr qu'il fonctionne. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été appelé par une très grande municipalité, par 2 grands maires, justement pour préparer le mois de Ramadan ensemble, aujourd'hui, pour aller faire un appel aux jeunes, pour les veillées nocturnes et aussi pour éviter... Et quand il s'agit de mettre, on va dire, la main à la poche, parce qu'on sait très bien que parfois, évidemment, on va soutenir des associations cultuelles pour peut-être rénover une salle de prière... Est-ce qu'ils sont toujours là, ces maires qui viennent entre-temps vous draguer ou qui s'affichent parfois avec le CRCM? Est-ce qu'ils sont là quand il s'agit de sortir un peu d'argent public? Vous savez, Olivier, qu'aujourd'hui, la laïcité ne permet pas au pouvoir public d'aider les religieux. Oui, vous savez très bien. On et sait très bien aussi aujourd'hui, que ça se peut se et chaque fois qu'une municipalité l'a fait, des procès ont été intentés contre... Ça peut être un facilitateur, vous êtes aussi d'accord? Voilà. Par exemple, mais par contre, aujourd'hui, les partis politiques peuvent aider des centres culturels, bien sûr, qui est dans leurs droits. Est-ce que une des solutions passe par le dialogue interreligieux, qui a longtemps été le cas d'ailleurs sur Lyon, initié par les différents cardinaux dès la création du CRCM, avec les juifs également? Est-ce que vous avez l'impression que quand on parlait d'islamophobie, ou d'antisémitisme d'ailleurs, parce que ça marche dans les deux sens, que le conflit israélo-palestinien s'invite trop aujourd'hui dans notre société? Moi, je me réjouis que dans notre région en Alpes, le dialogue religieux est omniprésent. Et aussi, il y a un travail formidable qui se fait avec Monseigneur Barbarin, avec le rabbin et aussi avec la communauté protestante. Vous avez l'impression qu'il est entendu, ces appels que vous menez régulièrement, dès qu'il y a un incident, finalement, vous avez l'impression que c'est entendu? Oui, bien sûr, quand la voix est collective, elle est systématiquement entendue. Nous avons fait un appel commun au mois de février, toutes les communautés religieuses, et je crois qu'elle est entendue par nos jeunes. Merci à vous. Abdelkader Ben Yedid d'être venu dans cette émission. La semaine prochaine, c'est vous, Paul Satis, qui êtes aux commandes. Je voudrais aussi remercier donc les personnes qui ont participé à la première partie, et notamment Awais Seniger, donc chercheur et enseignant à l'IEP, et qui, dont la dernière publication s'appelle Petit précis d'islamisme, des hommes, des textes et des idées, publié aux éditions L'Harmattan. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Denis Milan. Merci également à Marie-Chantal Marafas, Sylvie Adam, Stéphane Tranzo, Sylvie Jardin et puis bien sûr l'immarcessible Adrien Groux-Radonez. Avant de nous quitter, l'instant métamorphose, le journaliste devient speakerine pour vous annoncer avec le sourire les programmes régionaux de cet après-midi sur France 3 en Rhône-Alpes. À 15h20, un documentaire qui met les pieds dans le plat, c'est du reste son titre, 6 étudiants enquêtent sur l'alimentation. Voilà. Et puis, 1 heure plus tard, eh bien, nous partirons dans un site que vous connaissez bien, Paul Satis, puisque c'est le Champsaur, près de Gap, balade, Grand Air, Marmande. Bref, il n'y a pas que le ski dans les Alpes. Voilà, dans un instant, on passe à l'édition nationale. Sur ce, je vous salue. Très bonne journée, très bon week-end à tous.